Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme du jour. Il donne une voix à l'histoire par le biais d'Internet. Thibaut Gagnage est notre focus du jour et on va voir avec lui que la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Elle est avec nous aujourd'hui en plateau. Alexandra De Villers. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Les études à l'étranger. Études à l'étranger, on en parle dans un instant. Mais d'abord, c'est notre grande question du jour. À l'initiative de notre invité s'est tenu en février dernier un débat public à l'Assemblée nationale sur le thème de l'école et de l'intelligence artificielle. Vous le savez, on en parle régulièrement dans l'École du Futur. C'est un vaste sujet qui inquiète autant qu'il passionne. On va en parler avec elle. Elle s'appelle Isabelle Roche. Bonjour Isabelle. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la présidente de la Commission des affaires culturelles et d'éducation de l'Assemblée nationale. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. On en parle dans un instant, si vous le voulez bien, dans un instant, juste après le focus. Apprendre l'histoire en s'amusant, mais aussi démonter certains préjugés avec humour. C'est en tout cas ce que propose Thibaut Gagnage avec sa chaîne YouTube Histoire appliquée, une chaîne qui est quand même suivie par plus de 130 000 abonnés. Des abonnés qui se font aussi de plus en plus nombreux au fil du temps, notamment depuis qu'il a été repéré par un certain Jamy. On découvre son portrait tout de suite avec Xavier Terrade. Napoléon, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jules César, ces grandes figures historiques sont réputées pour être des conquérants. Mais parmi eux, lequel peut être considéré comme le plus grand conquérant? Thibaut de la chaîne Histoire appliquée est ici, dans l'atelier, pour nous répondre. Même Jamy fait appel à lui. Une sorte de consécration pour Thibaut Gagnage de la chaîne Histoire appliquée. Et oui, Jamy, c'est une très bonne question. Qui est le plus grand conquérant de l'histoire? Pour y répondre, il faut commencer par se poser une autre question. Sur quels critères doit-on se baser? Alors, si la grandeur était proportionnelle à la taille, pas sûr que Napoléon l'emporterait. Il ne mesurait qu'1,68 m. L'un des secrets du succès d'Histoire appliquée, c'est l'humour qui s'en dégage. Il a renforcé le système monétaire, construit de nouveaux réseaux routiers et fondé un certain nombre de villes. La plus célèbre étant bien sûr Alexandrie. Bon, je dis Alexandrie, mais je parle de celle d'Égypte, parce qu'Alexandre avait tendance à appeler toutes les villes qu'il fondait Alexandrie. Et il en aurait fondé entre 20 et 70. Le youtubeur, qui teste l'histoire autour d'une tasse de thé, a plus de 130 000 abonnés. Alors si vous avez toujours voulu savoir si une épée est aussi lourde qu'on le prétend, si l'on étouffe dans un corset, ou si un chevalier en armure ne pouvait pas se relever, je vous propose d'attacher votre ceinture. Thibaut Gagnage en profite aussi pour mettre un terme à certaines idées reçues. Si je vous demande, avouez vos contemporains, quelle est la façon la plus ancienne d'allumer du feu, vous allez sans doute me répondre qu'il faut frotter 2 silex les uns sur les autres. Mais ça, c'est mis en visiteur, c'est de la foutue magie! L'ingénieur culturel avait pour projet de donner une voix à l'histoire sur Internet avec une approche concrète. Aujourd'hui, c'est mission réussie, mais jusqu'où et jusqu'à quand? Seule l'histoire le dira. Allez, tout autre sujet à présent. On est passé de la charrette au TGV, des pigeons voyageurs au SMS et même du Minitel au téléphone portable qui se plie. Mais dans les salles de classe, à part quelques écrans connectés et TBI, peu de choses semblent avoir changé depuis toutes ces années. Mais l'intelligence artificielle serait-elle enfin justement cette nouvelle voie du changement? On pose la question à notre invité dans un instant dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, elle est là avec nous en plateau pour en parler. Nous sommes très chanceux, Madame la Présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Isabelle Roche. On a reçu, Madame la Présidente, il y a quelques jours, Guy Mamoumani, un entrepreneur, professeur en école de commerce aussi, auteur du livre Pour un numérique humain. Et Guy, dans son ouvrage, il raconte notamment l'arrivée des calculatrices programmables dans les salles de classe dans les années 70. La calculatrice qui, vous le savez bien mieux que moi, a été décriée, critiquée aussi à l'époque, tout autant que les ChatGPT aujourd'hui dans les salles de classe. Calculatrice, ChatGPT, aujourd'hui c'est à peu près le même combat. Le problème d'aujourd'hui est à peu près le même que... Le problème d'à l'époque est le même qu'aujourd'hui. Moi je pense qu'effectivement on peut faire un parallèle entre ces deux combats. Enfin, entre ces deux combats, en tout cas entre ces deux moments. Alors, je ne sais pas si ce sont des combats, mais entre ces deux moments. Et quand on a fait la table ronde à l'Assemblée nationale sur éducation et IA, on a, à un moment, j'ai aussi dit aux intervenants, en fait,
c'est quoi l'intelligence artificielle? Parce qu'on parle de beaucoup de choses en intelligence artificielle et il m'apparaissait vraiment important qu'on redéfinisse bien les termes et qu'on sache, qu'on se mette d'accord en fait sur une définition commune. Est-ce que vous y êtes arrivé? Parce que c'est pas évident, effectivement. Alors, on a à peu près réussi à se mettre d'accord, voire on a réussi à se mettre d'accord sur une définition commune. Il y a le Conseil de l'Europe notamment qui a donné des définitions. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est pas une nouvelle technologie dans le sens que l'on considère à l'heure actuelle, puisque c'est utiliser la technologie numérique pour créer des systèmes capables d'exécuter des tâches généralement considérées comme nécessaires, comme nécessitant une intelligence humaine. Voilà ce qu'est l'intelligence artificielle. Selon l'Assemblée nationale. Alors, pas selon l'Assemblée, mais selon les personnes qui étaient là et que l'on définit comme ça. Donc, déjà, quand on le cadre pose est posé. Le cadre, bah oui, quand on amène une calculatrice qui va faire à la place d'eux, c'est une révolution. Et ChatGPT, d'une certaine façon, fait aussi à la place d'eux. Donc, on est bien dans cette problématique et dans cette continuité, finalement, de cette évolution technologique. Donc, on fait faire par un algorithme, par un système, quelque chose qui nécessite au départ une intelligence. De quoi l'école elle a peur aujourd'hui, selon vous, Madame la Présidente? D'être bousculée, de ne pas savoir suivre, de ne pas vivre dans son siècle? Alors, en fait, l'école, elle a peur... alors, je ne suis pas sûre qu'elle ait peur. L'école, elle est en attente. Elle se demande comment elle peut s'approprier ce nouvel outil, puisqu'effectivement, cette intelligence artificielle, c'est plus un nouvel outil, c'est plus une nouvelle façon de faire, mais en aucun cas, ça va se substituer à un professeur, ça va se substituer à certaines choses qui existent, mais ça va venir compléter une offre, ça va venir aider dans les apprentissages. L'intelligence artificielle, on en met partout, mais on en met par exemple dans des logiciels, dans des systèmes qui vont aider un professeur à mieux cerner le besoin d'un élève, à pouvoir avoir une pédagogie différenciée. Et si on vient sur les IA génératives, donc, qui sont une partie de l'intelligence artificielle, mais comme vous m'avez interrogé sur ChatGPT, donc on voit bien... la crainte qui peut s'exprimer, parce qu'effectivement, il peut y avoir une crainte, c'est que les personnes qui l'utilisent n'aient pas développé suffisamment leur esprit critique pour pouvoir avoir suffisamment de recul par rapport à ce qui va être produit. Et ça, c'est la crainte. Donc, l'enjeu maintenant, finalement, pour tout un chacun, pour l'école, mais pour nous, autour de cette table, dans ce studio, c'est d'avoir suffisamment de connaissances et de recul pour faire ce qu'on appelle les bons prompts. C'est-à-dire, on pose les bonnes questions à ChatGPT. Et ça, c'est vraiment très, très important d'être en capacité, parce que si on veut des bonnes réponses, il faut que l'on puisse poser les bonnes questions et qu'on soit en capacité de se dire, bah oui, ça, c'est bon ou c'est pas bon. Et ça... c'est le défi de l'école. Et l'autre défi, c'est sur quelle base de données sont entraînées ou vont ces intelligences artificielles génératives. Parce que quand on a une grande masse de données, donc comme c'est le cas par exemple sur l'Internet que l'on connaît, ChatGPT va aller se nourrir de ces données, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Il n'y a pas de capacité à faire la différence. Et donc ça aussi, c'est un enjeu pour l'école, c'est de savoir, c'est d'avoir finalement des systèmes d'IA génératives, mais qui pourraient être dans des environnements où on est sûr que les bases de données, les faits soient justes et vérifiés. D'ailleurs, nombreux sont les observateurs qui disent que la donnée est le pétrole du XXIe siècle. Est-ce que vous partagez leur avis? Mais complètement, complètement. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il existe aujourd'hui une réglementation, une politique autour justement de ces données, de l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école notamment? Alors, il existe au niveau européen, il existe donc, on transpose au niveau français ces règlements. On vient au niveau européen de voter l'IA Act. Donc, on est en train justement de mettre des cadres et des régulations pour protéger les citoyens
et absolument pas pour brider l'innovation, mais pour que chacun et chacune puisse, en toute confiance, pouvoir utiliser ces nouveaux outils. Et il apparaît quand même de la responsabilité du législateur ou de la législatrice que je suis, de faire en sorte que nos concitoyens puissent s'emparer de ces nouveaux outils en toute confiance. L'intelligence artificielle est perçue malgré tout comme une véritable avancée pour certains, vous l'avez dit, comme un danger pour d'autres aussi. Des écoles de New York à l'université de Hong Kong, en passant même ici à Paris, à Sciences Po, un certain nombre d'établissements ont interdit il y a quelques mois l'usage d'intelligence artificielle, dont ChatGPT, à leurs élèves, sans pouvoir vraiment le vérifier. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, notamment par rapport à Sciences Po en France, de cette interdiction? Alors, vous nous avez dit que vous comprenez les craintes. Alors, je comprends cette réaction parce que voilà, c'est la première réaction, c'est on ne connaît pas, on veut voir, on interdit. Pour moi, la deuxième réaction, c'est mais faisons en sorte que justement ça devienne un outil, que ce ne soit pas quelque chose qui fasse à la place d'eux, que finalement on n'ait plus ni besoin d'élèves ni besoin de professeurs. Enfin, ce serait un peu. C'est la crainte de certains enseignants aussi qui disent l'intelligence artificielle, ça y est, va complètement révolutionner notre métier au point où on va plus du tout pouvoir l'exercer comme on l'exerce aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le professeur, jusqu'à présent, est le médiateur. Enfin, quand je dis le médiateur, c'est celui qui fait la médiation entre la connaissance et l'élève. Et là, avec ces nouveaux outils, on a le sentiment qu'on peut se passer du professeur pour finalement accéder à la connaissance. Mais ça, c'est une impression. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'on aura toujours besoin d'un professeur qui fasse cette médiation vis-à-vis des apprentissages, vis-à-vis de développement de l'esprit critique. Parce que si on met tout un chacun devant une masse de connaissances qui n'est pas éditorialisée, qui n'est pas vérifiée, tout ça, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas faire on peut pas avoir un bon apprentissage et on ne peut pas finalement avoir une opinion et être libre et éclairé d'une bonne façon. Donc, les professeurs, clairement, oui, c'est aussi réinventer peut-être ou inventer ou voir leur métier différemment. C'est-à-dire, ce seront toujours des médiateurs de la connaissance. Enfin, quand je dis des médiateurs, donc des passeurs, en fait, ceux qui vont permettre justement à des enfants de la maternelle aux étudiants à l'université d'être en capacité de développer et d'exercer leur esprit critique. Parce que quand on est professeur, c'est bien ça qu'on a envie de donner, envie de transmettre. C'est le fait que les personnes que nous avons, que les enseignants ont en face d'eux, donc les élèves de tous les âges, aient accès à une meilleure connaissance afin de pouvoir exercer leur esprit critique. Je suis bien d'accord. Je sais, Alexandra, que vous voulez réagir. Il va falloir que je lance le zap, mais je vous propose de réagir juste après. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète Tech. Images et vidéos, c'est le zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Let's do one last floor, okay? This is 3. Salsa. Ah, Masi. You getting it? Tell them to come now. But normally they come there. Masi. Yeah. This is the last floor, our 4th floor. I think there is no light. No, there is no. Let's go down. Yeah, yeah. Most advanced suspension system you'll ever see. Ever seen a truck climbing a slope so steep as if it's cruising on a highway? This epic truck on your screen is Mercedes-Benz LG 15196 6x6 Boomerang Mammoth. This titan of the terrain isn't just any other average truck. It's a technological marvel boasting the most advanced suspension system you've ever laid your eyes on. And guess what it's called?
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée, Madame la Présidente Isabelle Roche, présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale. Juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, au programme de votre chronique aujourd'hui, les études à l'étranger, dites-nous tout. Eh bien, effectivement, de plus en plus d'élèves français, tout jeunes, tout fraîchement sortis du lycée avec le bac en poche, décident de partir faire leurs études à l'étranger. Ça attire vraiment beaucoup de lycéens. Souvent, ce sont des profils assez internationaux. Alors, où est-ce qu'ils partent justement à l'étranger, quand ils n'étudient pas en France? Et oui, alors, ils partent déjà en Europe. Ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir partir en Europe. C'est pas trop loin. Concernant le business, on va dire les études de commerce, l'Espagne attire énormément de Français. L'Espagne propose notamment des belles écoles, des bachelors en 4 ans, et ça permet à nos lycéens français de ne pas, par exemple, faire une classe préparatoire. On sait que beaucoup de lycéens n'ont plus envie de faire une classe préparatoire. Donc vous avez l'IE de Madrid, effectivement, l'ESAD à Barcelone, qui attirent des très beaux profils. Vous avez aussi la Bocconi à Milan, en Italie. Évidemment, elle attire des excellents lycéens. Il faut savoir que c'est extrêmement sélectif. D'accord. Une chose qui est importante, c'est qu'évidemment, ça coûte assez cher. On est plutôt autour de 25 000 € l'année dans ces écoles. Effectivement, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Vous avez une autre alternative aussi, les Pays-Bas, me semble-t-il. Oui, effectivement, les Pays-Bas attirent pas mal de lycéens français. Alors, c'est pas loin, on y va assez vite. On peut rentrer sur des week-ends un peu prolongés. Et puis, les coûts sont beaucoup moins élevés. Vraiment, on est plutôt sur le prix d'une école de commerce en France, voire beaucoup moins cher. Donc, vous avez par exemple Erasmus University à Rotterdam ou encore l'Université d'Amsterdam qui attire pas mal de lycéens français. Il faut savoir que tous les cours seront dispensés en anglais, que ce soit en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Donc c'est plutôt un bon plan et en plus on en ressort bilingue. Est-ce que certains partent étudier à l'autre bout du monde? Oui, effectivement, il faut savoir que le Canada attire beaucoup effectivement nos élèves, enfin nos lycéens. Donc le Canada, c'est quand même très loin, donc je dis toujours attention. 2 écoles, on va dire 2 universités qui attirent beaucoup, c'est tout d'abord McGill. McGill, on y fait tout ce qu'on veut, c'est-à-dire à la fois du commerce, de la psychologie, des sciences, du droit, enfin il y a vraiment énormément de choses. On y rentre avec un très bon niveau scolaire, donc ça, faut le savoir, et avec des conditions assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on est quasi considéré comme un élève canadien, comme un étudiant canadien sur le plan financier, c'est assez intéressant. Bien sûr, vous avez HEC Montréal, pour la partie plus business, qui attire aussi pas mal nos élèves, encore une fois, ceux qui se disent « j'ai pas trop envie de faire une classe préparatoire ». Alors HEC Montréal, c'est un petit peu moins prestigieux que notre bonne vieille HEC française, mais c'est une belle alternative. On peut derrière, avec un bachelor en 4 ans, intégrer une grande école de commerce française. Parfois, partir à l'étranger aussi, c'est pas forcément un choix. Oui, parfois, c'est pas un choix. Et de plus en plus pour les Français qui souhaitent, par exemple, faire médecine ou véto ou dentaire et qui, malheureusement, ne vont pas avoir de place en France parce que vous devez le savoir, maintenant, la médecine est sélective. On ne rentre pas en fac de médecine par définition. C'est difficile d'y rentrer. Pareil, pour faire véto, il faut faire une prépa BCPST et on n'est pas toujours pris. Donc, c'est une vraie solution pour les lycéens français de partir soit en Espagne, soit au Portugal, soit en Roumanie pour faire des études de santé. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que en étant diplômé d'une de ces universités, d'une de ces écoles, elles sont souvent privées, et bien après on peut exercer partout en Europe. Donc forcément, c'est intéressant. C'est un coût très élevé, évidemment. On est autour de 20 000 € l'année, donc c'est un bon budget de 80 000 à 100 000 € les études. C'est un vrai investissement pour les familles. Est-ce que ça veut dire qu'on y apprend la médecine en espagnol, en roumain, en portugais? Alors, oui, c'est une très bonne question, Philippine. Effectivement, au départ, on va avoir des cours en français ou en anglais, mais obligatoirement, on va devoir apprendre la langue du pays, puisque, évidemment, les études de médecine ou de dentaire ou de vétérinaire nécessitent d'être en contact avec une patientèle. Et donc, on ne va pas pouvoir parler en français ou en anglais à un patient espagnol ou portugais. Donc, il y a des cours qui sont organisés par l'université pour que le jeune, au bout de 3 ans, puisse parler la langue du pays. La Suisse aussi, est-ce qu'elle attire aussi nos petits Français? Oui, bien sûr, la Suisse attire nos Français. Alors, en Suisse, vous avez une école qui attire énormément, c'est EPFL, donc qui est vraiment
scientifique. Vous connaissez ? Oui, j'ai mon fils qui est... Bon, écoutez, Voilà. c'est un très bon choix, parce que c'est vraiment l'excellence. On y rentre avec un bon dossier scolaire, surtout une mention très bien au bac. Il faut vraiment montrer patte blanche. Voilà. Et puis sur l'hôtellerie aussi, la Suisse se défend très très bien. On a d'excellentes écoles hôtelières, comme Glion par exemple, ou EHL en Suisse. Bon, là évidemment, on l'imagine bien, le budget est aussi un peu conséquent. Bon, est-ce que vous avez un petit conseil à donner malgré tout à nos lycéens français ? Oui, j'ai plein de conseils à donner. Déjà, la première chose, c'est de bien s'interroger sur ses motivations pour partir faire des études à l'étranger. C'est quand même pas donné à tout le monde. Par exemple, si on part au Canada, c'est très loin, on pourra pas revenir très facilement si on a un petit coup de mou, il fait froid pendant plusieurs mois, et moi je vois des jeunes revenir au bout d'un an complètement déprimés. Voilà, il faut quand même se dire que ça va pas être que des paillettes, ça va pas être que l'auberge espagnole non plus, qu'il va falloir travailler. Donc voilà, suis-je bien motivée ? Ensuite, il faut, je pense, cibler 2 ou 3 écoles pour pouvoir se dire, eh bien, je fais mes candidatures et j'en ai pas trop, parce que c'est très chronophage, évidemment. Et puis, s'y mettre très tôt, parce qu'elles recrutent au premier trimestre de l'année de terminale. Eh bien, c'est tout grâce à vous, Alexandra, sur les études à l'étranger. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, on continue à parler toutes les 3 ensemble de l'intelligence artificielle dans l'éducation avec notre invité tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec notre invitée, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale, Madame Isabelle Roche. On parlait justement, juste avant de passer à la chronique d'Alexandra de Villers sur le sujet de l'intelligence artificielle et des craintes que certains enseignants aussi pouvaient avoir autour de cette nouvelle technologie qui en fait n'est pas si nouvelle, vous nous l'avez très bien dit en première partie. Ma question aussi, c'était de savoir si vous échangez avec les acteurs du secteur EdTech sur ce sujet-là. Nous, on les reçoit, vous savez, tous les jours sur le plateau de l'École du Futur pour essayer de comprendre leurs envies, leurs besoins, leurs revendications aussi parfois. Tous, malgré tout, nous disent qu'ils ont de vraies difficultés à échanger avec des représentants du gouvernement, avec le gouvernement lui-même, avec des députés aussi. Ils se sentent parfois délaissés alors qu'ils contribuent, selon eux, et dans certains cas, dans la majorité des cas, c'est tout à fait le cas, au passage de l'école dans ce nouveau siècle, dans ces nouvelles générations, etc. Est-ce que ça a fait partie de vos travaux à vous, au sein d'une commission, au sein de ces échanges et du débat que vous avez eu, d'aller voir les acteurs de la communauté EdTech ? Oui, je suis là aujourd'hui. Oui, mais quand je parlais d'acteurs de la communauté, effectivement, on en fait partie, on en est ravis, mais plutôt d'entrepreneurs qui ont monté des startups ou des entreprises, des logiciels par exemple. Tout à fait. Mais je tenais à souligner que le fait d'être ici montre déjà mon intérêt. Tout à fait. Et ma conviction que cet écosystème est très important et doit être organisé et mieux pris en considération. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, je crois qu'on a vu arriver certains acteurs et on ne savait pas trop. Et puis, il y a eu France 2030, les CNR, le Conseil national de la refondation, qui, par les appels à projets, mettent en évidence un certain nombre d'acteurs. Et c'est sûr que on a finalement peu de recul puisque c'était l'année dernière. Donc, oui. Mais pour dire que le gouvernement a pris cela en compte, les députés aussi. Donc maintenant, il y a le temps de déploiement, ensuite le temps d'évaluation et de savoir quels sont les acteurs qui, en effet, pourront être déployés de façon plus large. Oui, là, le Parlement, je pense, est enfin entré dans cette ère-là et de considérer les acteurs de cet écosystème comme des acteurs majeurs avec lesquels il faut que nous discutions, il faut que nous envisagions les différentes solutions. Donc moi, j'essaye d'en rencontrer un maximum, mais comme vous l'avez dit, c'est la commission des affaires culturelles, de l'éducation, du sport, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie associative. Donc, je fais en sorte de recevoir un maximum d'acteurs parce que il me semble en effet que c'est très très important de voir comment on avance. Et puis, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que dans beaucoup de start-up, elles s'appuient sur la recherche. Et il est vraiment très très important dans ce domaine que nous soyons bien adossés à la recherche. Nous avons une recherche extraordinaire en France et il est très important que nous puissions la valoriser et ça permet de la valoriser, notamment en neurosciences, en sciences de la cognition. On voit tous ces domaines-là sur lesquels
par rapport à ces nouveaux outils ou de intelligence artificielle et autres, il est vraiment très important que nous ayons aussi ce recul et cet appui de la recherche. On le voit par exemple même dans le plan par rapport aux écrans, nos enfants et les écrans. L'apport des chercheurs est extrêmement important pour nous indiquer, enfin en tout cas nous permettre de choisir la meilleure direction possible pour continuer à éduquer, à enseigner à nos chères têtes blondes. Éduquer aux nouvelles technologies, éduquer avec les nouvelles technologies, éduquer aussi à l'esprit critique. Selon une étude réalisée par l'Institut de sondage CSA pour Milan Presse, un quart des jeunes, quand même, pensent que les médias traditionnels les manipulent. Est-ce que vous savez à quoi c'est dû? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, notamment, on a vu des images du président de la République, Emmanuel Macron, en éboueur, on a vu des images du pape avec une doudoune blanche, etc. On a aussi de plus en plus de manipulation, il faut le dire aussi, des médias. La faute à l'IA, selon vous? On a un vrai besoin de plus en plus critique, en tout cas des jeunes, d'éducation des jeunes. Alors en fait, j'aurais envie de dire, ce sondage, il me rassure et il m'inquiète. Il me rassure, on pourrait se dire 75% des jeunes pensent que les médias traditionnels sont fiables. C'est une bonne nouvelle. Oui. Mais moi, après, l'interrogation que j'ai, c'est qu'est-ce qu'ils considèrent comme médias traditionnels? Et si je vais là-dessus, finalement, je suis inquiète. Je me dis qu'il n'y a que 25% qui sont capables, finalement, de se dire « Attention, il faut que je fasse attention à l'information qui m'est délivrée. » Donc, c'est tout l'enjeu. Voilà, c'est ça. C'est ce que soulève ce sondage. C'est pour ça que soit je vois le verre à moitié plein, soit je vois le verre à moitié vide, en fonction de la façon dont je me place. Bon, normalement, la question a dû être bien posée et médias traditionnels bien définis. Mais c'est extrêmement important, en fait, de sensibiliser nos jeunes à pouvoir décoder, décrypter, et d'où l'importance de former nos enseignants à l'éducation aux médias, à l'éducation critique. Enfin, ils sont formés à l'éducation critique, mais encore plus, pour justement former les jeunes. De former aussi les parents, parce que beaucoup de parents sont démunis et ne savent pas forcément comment aborder ces questions avec leurs enfants, voire comment réagir eux-mêmes face à des informations. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est vérifiée? Comment je le sais? Donc on voit que un sondage, une enquête d'opinion montrait qu'il y avait une attente de l'ensemble de la population d'avoir une information fiable et vérifiée. Oui. Donc voilà, c'est très très important qu'on puisse avoir la formation des formateurs, la formation des parents, pourquoi pas sur les lieux de travail, enfin que cette qu'on aille encore plus loin. Oui, qu'on aille encore plus loin. En tout cas, j'ai envie de vous dire ça aussi. Pourquoi je vous en parlais? Parce que parmi les risques, et vous en avez parlé, auxquels sont exposés aussi les jeunes en ligne, il y a évidemment le harcèlement en ligne, et vous en avez malheureusement fait les frais récemment, la cyberintimidation, la pornographie, mais aussi la désinformation, poussée aussi et surtout par les réseaux sociaux. Est-ce que vous diriez que c'est le mal du siècle? Vous nous disiez qu'il y a un vrai travail encore d'éducation aux médias et à l'information à faire auprès des jeunes. Leur dire aussi et leur faire prendre conscience, j'imagine, que l'information n'est pas neutre et que l'intelligence artificielle, ça n'est pas aussi que ChatGPT, que ça peut avoir une influence dans le monde des médias. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est, votre remarque est très importante, notamment par rapport au cyberharcèlement, par rapport à cette cyber-intimidation. Je recevais encore récemment des journalistes qui, des fois, s'autocensurent. Il n'y a pas que les profs, il y a aussi toute une partie de la population qui peut s'autocensurer par rapport à ce cyber-harcèlement ou à cette cyber-intimidation. Parce qu'ils reçoivent des menaces? Oui, parce qu'ils reçoivent des menaces. Donc, là, on voit qu'on a besoin, collectivement, de protéger nos enseignants, de protéger nos journalistes, de protéger les personnes qui sont en première ligne et qui, justement, sont des passeurs d'informations, sont des garants. Et là, on a cette régulation à faire. On a des outils. Il est vraiment très important qu'ils puissent être déployés au maximum et que les gens qui sont cyberharcelés, qui sont cyber-intimidés, puissent aussi franchir le cap et franchir le pas de la plainte. Parce que ce n'est pas toujours évident de le faire. Et vous en êtes une porte-parole aussi, de par votre expérience personnelle ces dernières semaines. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'avais voulu témoigner, j'avais voulu aller jusqu'au bout de la démarche pour dire que c'est possible, il faut le faire, et qu'on ne doit pas, on ne doit pas laisser
une communauté quelconque de cyberharceleurs, parce que souvent, en fait, il va y avoir une communauté au départ peut-être informelle, mais qui va finir par faire une communauté. Donc, un effet d'auto-entraînement, c'est quand, pour faire des raids numériques sur un profil, sur une page Facebook, sur un compte Twitter, enfin X, peu importe, et d'avoir la volonté, le courage et de se dire autrement, si ça sert à quelque chose, je peux le faire. Tout à fait. Et vous montrez l'exemple en tout cas. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous parler éducation, intelligence artificielle, éducation aux médias aussi, tous ces vastes sujets qui sont importants que vous portez entre autres à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, Isabelle Roche, on a été ravis de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi, notre chroniqueuse du jour, Alexandra De Villers pour les études à l'étranger. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours, dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, très bonne journée.